Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Cette semaine, nous allons rester dans le milieu scolaire, nous allons parler de harcèlement, nous allons parler d'inclusion, nous allons parler de beaucoup de choses finalement qui touchent le handicap, mais pas que, puisque nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Jean-Marc Maillot. Monsieur Jean-Marc Maillot, donc, qui est, lui, bénévole dans plusieurs associations, qui est aussi un militant donc, de La Réunion. Mais pour ce faire, donc, je vais laisser lui se présenter parce qu'il a tellement de choses à dire que moi-même, Miguel n'a pas assuré toute sa présentation. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, militant depuis quelques années donc dans la cause du handicap. L'essentiel est à côté de moi. Donc Suzy, donc 68 ans, donc et moi j'en ai 72. Donc ayant fait le parcours avec ma sœur, donc automatiquement le handicap m'est très cher. Et la défense donc des droits des personnes handicapées, parce que elle, si elle peut pas parler, moi je peux ouvrir ma grande gueule. Bon, t'es quand t'as dit ma bouche, moi, pour rester poli. Ah oui, Suzy est là sur le plateau et Suzy donc qu'on voit à l'écran, parce que c'est vrai que partout où ça va, woman elle. Ben oui, l'importance aussi, c'est qu'elle vit dans la société, donc elle a le droit de vivre avec les autres, comme les autres, donc là-dessus. Le tout, c'est que il faut que l'environnement qui l'entoure donc soit accessible, et ça, ce n'est pas toujours facile par rapport à cette accessibilité. Et surtout, j'aimerais bien préciser que l'accessibilité n'est pas seulement l'accessibilité physique, l'accessibilité, l'acceptation de l'autre, donc l'accessibilité dans toute sa dimension, dans sa différence ou ses différences, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc, de fait qu'elle vit comme n'importe quel citoyen, donc lambda. Alors, mais monsieur Maillot, enfin Jean-Marc, parce que tu as tellement croisé sur sur le terrain, et là, il fait ressuscite déjà que m'y appelle monsieur Maillot. Alors, tout ce combat-là, enfin, initié depuis combien de temps, comment on l'a commencé? Pour dire vraiment, donc, quand on l'a commencé, c'était pas, donc, m'y mettait pas en avant, ma petite sœur polyhandicapée. On a travaillé dans la technique, donc dans autre chose. Après, il y a eu l'opportunité, donc, que je me forme donc au niveau donc du CREAI, au niveau de l'IATS, concernant donc une formation d'éducateur, et c'est de là qui est parti donc le militantisme, donc engagé. Surtout l'engagement pour défendre les droits, quel que soit, donc puisque mon premier emploi ça a été à l'APK, donc pour vous dire donc la délinquance, donc voilà un cheminement pour ensuite je suis arrivé à créer l'association donc le comité régional sport adapté s'occupant du sport, parce que le sport n'était pas développé pour les personnes handicapées mentales et troubles associés, donc depuis 84, donc ça veut dire que ça a quelques années. Et à partir de là, le cheminement, donc j'ai progressé tant que professionnel que dans mon militantisme, à créer des associations, à soutenir des associations, à se battre avec ces associations, ou parfois tout seul, parce que de temps en temps, donc on cherche un camarade à côté d'eux, donc il dit où aller devant, mais qu'on rôde la pied derrière, donc ça y arrive. Voilà, donc un cheminement long, fastidieux, mais depuis ma naissance, peut-être que ça se tient de famille, c'est un combat acharné et permanent, parce que je lâche rien. Quand j'ai mis mes crocs sur quelque chose, je lâche pas, et je lâcherai pas tant que je pourrai donc au moins me battre pour ma petite sœur. Alors, et pour rebondir sur le mot association, puisque ici, quand même, c'est le journal des associations. Alors, quelle casquette tu portes? Plusieurs. L'association. Déjà, moi, les vice-président donc de la Ligue Réunion Sport Adapté, chargé du social, et de l'accessibilité, et de la formation.
Donc, pour vous dire, donc, ça, c'est l'étiquette, donc, première. Après, eh ben, je siège dans plusieurs associations. Je suis président d'une association de Saint-Paul, parce que l'association sportive Cœur en Joie, c'est toujours, hein, c'était l'émanation d'une institution spécialisée, mais notre démarche, ça a été que, donc, de mettre l'association et que c'est les parents qui prennent la responsabilité avec des soutiens techniques, mais c'était les parents qui sont les fers de lance. C'est eux qui sont porteurs de leur enfant et c'est eux qui doivent mener le combat jusqu'au bout. Donc, moi, en tant que parent, donc c'est la philosophie, donc c'est les engagements qu'on a développés à travers les associations. Donc voilà, donc multi-casquette alors. Multicasquette, donc là-dessus. Et quand on me dit, bah oui, ben t'es du sport, ben pourquoi tu rentres dans le social et compagnie? Il n'y a pas donc de compartiment dans une personne handicapée. Donc elle est entière. Donc et donc là-dessus, que ce soit le sport, que ce soit la culture, que ce soit l'éducation nationale ou quoi que ce soit, ça forme un tout pour que la personne elle évolue dans son milieu. Mais Jean-Marc, toi, tu n'es pas rentré que dans le milieu sportif, puisqu'en off, on parle aussi du milieu scolaire. Donc Oui. Aujourd'hui, on est dans une situation, voilà, est-ce qu'on peut évoquer un petit peu la situation des personnes porteuses de handicap dans le milieu scolaire? Alors, comment je suis arrivé dans ce milieu scolaire, hein, donc là-dessus? Parce que ayant donc milité par rapport donc l'inclusion donc des personnes, on s'est rendu compte, surtout au niveau professionnel, c'est que on avait des personnes handicapées. À chaque fois, on nous disait que, écoutez, c'est simple, les personnes handicapées ne sont pas formées. Alors pour moi, bon, c'était une insulte parce que bon, il y en a certains, on voit seulement le côté formation, on voit pas le côté capacité de la personne, d'accord? C'est le diplôme, c'est ceci, c'est cela. Donc la première chose à réagir, c'est que bon, si il manque donc de la formation, il manque de l'éducation, allons nous atteler donc à l'éducation. Donc la première chose, c'est que depuis la maternelle, comment inclure ces enfants-là dans le système scolaire pour que les choses évoluent. Ce n'est pas facile. Donc déjà au niveau des ATSEM, les aides par Bonnet appelle ça les tatis. Mais bon, ces ATSEM-là, s'ils accueillent des enfants donc porteurs de handicap, automatiquement, il faudra les former, il faudra les accompagner. Ça a été un long combat de plus d'une vingtaine d'années avant que, à l'heure actuelle, donc on voit pas mal de communes se mobiliser pour que les ATSEM aussi puissent avoir de la formation et de l'accompagnement et de la sensibilisation aux personnes handicapées. Donc, ça, c'est première étape. Deuxième étape, donc, au fur et à mesure, de faire monter le créneau, donc, tout le cursus scolaire pour qu'il y ait cette sensibilisation à l'éducation. Et c'est là qu'on se rend compte que bien souvent, m'a fait un petit parallèle avec l'histoire. C'est que bon, auparavant, il prenait le marmaille, il déposait dans l'établissement spécialisé, fait un moune avec lui. Et quand il cause comme ça, créole, là, c'est pour bien faire comprendre, il donnait le pouvoir à tous les dispositifs établissements, donc spécialisés. Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait. L'adaptation, donc, des accompagnements, mais dans le milieu normal, donc là-dessus. Et là, on est en train de revenir. Le problème, c'est qu'on revient, mais sans moyens. Les moyens d'accompagnement. On dit, Attal le dit, hein, donc le nouveau ministre, qu'on va mettre le médico-social avec l'éducation nationale et compagnie. Le problème, c'est que dans le carnaval, si on mélange des torchons, il est un peu difficile de mélanger les deux, hein, donc là-dessus. Donc ça, la coordination, donc l'accompagnement scolaire et compagnie. Je vois encore les chiffres, hein, donc là-dessus, les chiffres nationaux m'a cité parce que à La Réunion, petit militant comme il en a, mais pourra citer quelques chiffres, quelques données là-dessus pour la rentrée. Moi, personnellement, on a à peu près 70 personnes que l'on interpelle
Là, pas longtemps, la rentrée, hein? Donc, 70 personnes, déjà, parce que je tire en compte des problèmes d'AESH, je tire en compte des problèmes de dossiers, autres dossiers les pas finalisés, l'éducation nationale, il dit aux autres, ben, si je tire, n'a point d'AESH, ben, il faut je tire en d'autres cases et compagnie, alors que la loi, c'est pas ça, la loi. La loi, c'est que bon, l'éducation nationale, avec ou sans orientation, avec ou sans notification de la MDPH, il faut qu'il soit à l'école. Sa place est à l'école à partir de 3 ans. Point. Donc là-dessus. La ça, scolarisation est obligatoire. La scolarisation est obligatoire, c'est pas moi qui l'a fait, c'est le gouvernement. Donc là-dessus. Alors pour vous dire par rapport à quelques chiffres, quand on voit à l'heure actuelle au niveau national, 23%, aucune heure d'école par rapport aux enfants scolarisés, porteurs de handicap. Hein. 28% de 0 à 6 heures. 22% de 6 à 12 heures. 27% de plus de 12 heures. Et la cerise, donc là-dessus, c'est que 20% au niveau donc de le défenseur des droits font apparaître 20% de la population donc des enfants qui donc monte au créneau pour défendre le droit de l'éducation nationale. Donc ça veut dire que c'est vraiment exécrable. Et on rajoute à ça, au mois d'avril, la France a été condamnée par l'Europe concernant justement l'inclusion scolaire, le respect des droits des enfants ou des personnes handicapées dans toutes leurs dimensions. Pour vous dire que c'est un long cheminement, c'est un long combat et qu'il faut pas lâcher prise. Et long combat que toi aussi tu as mené, notamment pour cette histoire de AESH qui manquait, notamment dans l'Académie de la Réunion, et on nous a promis donc, on nous a dit 180 et au final, moi j'avais vu 148. Quelle est la situation un petit peu actuelle des choses? La situation, ben justement, donc ça c'est des chiffres, hein, on nous donne, donc Attal nous balance. Alors je reviendrai 2 petites secondes par rapport au pas de Diaye. Quand il est arrivé, donc il nous avait promis au mois d'octobre donc 2022, donc pour avoir certainement début de l'année, on allait avoir 90 supplémentaires. Manque de peau, ces 90 sont passés à l'as. Et là maintenant on nous dit que normalement les 180 que tu parles, c'est que 90 donc de 2022 plus 90 de 2023, donc ça fait les 180. Alors après, donc ça aussi c'est aberrant parce que le ministre arrive et il envoie donc sa com, et le problème c'est que quand on dit il y aura 180 à la rentrée. Le problème on oublie de préciser, c'est à partir du 1er septembre. C'est-à-dire que on cale sur la rentrée scolaire au niveau national. Ouais. Alors que nous, ça fait 15 jours qu'on est dedans. Donc, ce qui veut dire que nos enfants, les pas plus, les pas moins, mais il y en a 15 jours déjà de retard. D'accord? Par rapport à l'accompagnement. Le temps qu'on va embaucher ces personnes-là, et vu la diminution du nombre au fur et à mesure, parce que X ou Y raison qu'ils nous donnent, automatiquement, les choses ne sont pas donc vraiment fortement appliquées. Et c'est là que je dis, en tout cas, ce gouvernement-là, au niveau de la com, ils sont très forts, mais au niveau de la réalisation, et nous, c'est notre réalité. C'est pas pour ça, hein, que ce soit, quel que soit le gouvernement, c'est que s'ils prennent conscience de la réalité des gens, la réalité des AESH. Quand on voit qu'à l'heure actuelle, on a une AESH pour 4 personnes de niveaux différents. 2 en maternelle, 1 en primaire et 1 en collège. Donc, cette personne-là, elle va naviguer. Et je dis que là, c'est un exemple. Parce qu'on peut avoir des exemples encore plus graves que ça par rapport à cette prise en charge. Et bien sûr, les 4 enfants avec des problématiques, avec des handicaps différents et qui demandent que la personne soit formée justement à cet accueil, à répondre aux besoins particuliers donc de ces enfants. Et le plus grave, c'est que à l'heure actuelle, les PIAL, 2 petites secondes sur les PIAL, 50 en 2022. Maintenant, on passe à 29. On a 11 coordonnateurs de PIAL. Et pour les 18 autres, on se pose la question, qu'est-ce que ça va devenir? D'accord? Donc, c'est toujours, à un certain moment, là,
la problématique de la personne handicapée dans son intégralité n'est pas prise en compte, n'est pas prise en charge. Et que le DOM, les DOM, et en particulier la Réunion, même cause pour la Réunion, donc automatiquement, les mis de côté. Et ça, c'est dommage. Mais après, je voulais quand même souligner un point aussi, parce que moi-même, en tant qu'enseignante, je vois que on n'est pas formé. Il n'y a pas la formation non plus pour pouvoir justement accompagner au mieux ces élèves porteurs de handicap. Pourtant, on nous dit oui, on nous parle de 10, on nous parle d'autisme, on nous parle aussi de retard. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas les outils non plus pour pouvoir les aider et les accompagner au mieux dans leur scolarité. C'est là aussi le problème, parce que la formation, parce qu'on va pas taper sur les professeurs et compagnie, parce que eux-mêmes ils sont démunis. Je parle plus des ATSEM et des ESH, parce que au moins l'aspect pédagogique, donc le professeur, donc il va le maîtriser. Mais je veux dire que par rapport à cette prise en charge avec des besoins particuliers, le multidis, on met en difficulté donc des jeunes, parce que justement le professeur ne connaît pas la problématique, donc automatiquement il y aurait besoin de formation spécialisée, d'accompagnement par les associations, parce que les associations sont prêtes à donner de leur temps pour pouvoir informer, sensibiliser. Mais dites-vous bien que le plus gros problème au niveau de cette approche éducative, c'est que au niveau de l'éducation nationale, pour que les associations puissent rentrer au niveau donc d'une école, d'un lycée ou d'un collège, il faut se lever tôt, et à la limite, on nous demande même donc d'avoir presque donc le livret donc pour voir si on n'a pas jamais été condamné donc là-dessus. C'est aberrant. Alors quand on voit qu'il y a des élus qui sont condamnés et pourtant ils deviennent Maurice. Oh là là. Alors ça c'est des sujets. Oh mon Dieu. Non, mais on avancera. Malheureusement, on en a beau parler, mais bon, apparemment la situation ne change pas. Donc j'ai oublié de dire aussi que Jean-Marc Maillot, donc qui, comme vous le voyez, chers téléspectateurs, donc multi-casquette, mais Jean-Marc aussi est ce qu'on appelle un lanceur d'alerte, un nouveau métier d'Internet, puisque si je me trompe pas, tu as aussi beaucoup milité pour le MeToo Handicap. Et oui, donc le MeToo Handicap, quand je parlais de 2022, ça a été un moment donc c'est un groupe d'associations, donc de parents sensibles à cela, et avec Jessie donc Yenpon, donc par rapport au MeToo, qui avait créé donc le MeToo harcèlement, le MeToo au niveau de l'éducation nationale et compagnie, donc a créé cette structure-là. Bien sûr, on s'est engagé avec eux. Ça s'est essoufflé donc depuis une année. Malgré tout, on continue peut-être d'une manière individuelle donc le combat. Chacun emmène donc son combat en fonction de ses capacités et ses moyens. On se fait engueuler parce que notre engagement aussi, à la limite, les parents ne comprennent pas que on est des bénévoles, on n'a pas que ça à faire, on a aussi nos problèmes à résoudre et compagnie, et donc parfois on se fait engueuler comme du poisson pourri, mais bon, c'est pas grave, le combat continue, parce qu'on combat pas pour une seule personne, on combat pour la généralité, pour que tous ces enfants-là trouvent des solutions. Et on a pu, avec le MeToo Handicap, emmener quand même beaucoup de solutions. Je pense que la petite trisomique donc du tampon, la petite au niveau de la possession, on était un peu partout, et on a pu déclencher les procédures, engendrer une communication et un travail entre l'éducation nationale et la MDPH et les associations. On a été reçus par la MDPH, par l'éducation nationale, pour bien que les choses soient clarifiées. Après, chacun a pris son petit chemin de travers pour aller. Et je conçois que les associations, en tant que responsable d'association, à des moments, on choisit l'association que le collectif. Mais si on veut avancer fortement dans ce combat-là, moi je crois que c'est l'union qui fait la force, et que aller tout seul au combat, c'est compliqué et ça ne fait pas avancer le Schindblick. Et donc, on continue toujours dans cette thématique scolaire, puisque toi aussi, tu as beaucoup et tu continues à œuvrer aussi dans toute cette lutte contre le harcèlement scolaire.
Oui, c'est là l'important, parce que le harcèlement scolaire qui touche les enfants handicapés, ce n'est pas seulement les autres enfants. Nous, c'est les enfants handicapés qui sont touchés, parce que il a un comportement différent, il a des attitudes différentes, et il a une façon de se conduire différente. Automatiquement, il va attirer certaines personnes pour justement, alors soit d'une manière de plaisanter, mais aussi ou bien on le bouscule, ou bien on l'agresse, et à la limite, bon, pour certains, cette agression elle est mal vécue et va avoir du répondant. Comme il pourra pas s'expliquer comme l'autre, donc là-dessus, la faute viendra à lui. Donc tous ces éléments-là, dans la notion donc de harcèlement, pour moi reste la notion donc de prévention. Et la prévention, elle est la prévention primaire. Ce n'est pas donc au collège ou au lycée que la prévention doit être mise en place. C'est dès la maternelle, donc là-dessus, la sensibilisation à toutes les problématiques de handicap, à tous les besoins particuliers des handicaps, pour que ce harcèlement donc disparaisse. Pour moi, c'est la disparition. Et on voit la personne là-dessus, au contraire, la solidarité. Il y a des choses qui se font au niveau des collèges, donc les ambassadeurs donc au niveau des collèges, au niveau des lycées, pour accompagner certaines personnes. Et pourquoi ne pas mettre en place donc cette prévention primaire? Et je pense que on a à travailler avec donc l'éducation nationale, à apporter notre savoir-faire, à sensibiliser. Donc il y a certaines communes, il y a certaines écoles qui déjà nous sollicitent pour nous dire, écoutez, on va sensibiliser, on va commencer par un primaire, un cours élémentaire 2, un cours moyen 1, et sensibiliser les gens justement aux différentes problématiques. Et c'est à nous, en tant qu'association, d'emmener notre savoir-faire, d'adapter notre pédagogie, d'apporter des éléments pour que l'enfant justement respecte cette différence. Voilà, donc en tout cas, téléspectateurs, parents, et même les enfants, donc les ados, si vous regardez donc cette émission aujourd'hui, donc que vous êtes une personne porteuse de handicap, que vous avez besoin donc de conseils sur comment, peut-être des formalités administratives ou alors d'un accompagnement, vous pouvez donc contacter Jean-Marc Maillot. Et Jean-Marc, comment il contacte à où? Alors, on a déjà le téléphone, donc 06 92 86 02 78. Donc ça, c'est plus facile. La fiche MeToo, donc sur le MeToo Handicap 97.4, l'est toujours affichée. Donc on peut laisser les messages et donc moi je consulte ces messages et ensuite donc j'informe les gens comment donc rester en contact avec moi pour que je puisse faire le relais, que ce soit avec la MDPH, que ce soit avec d'autres associations amies, donc handicap solidaire pour le handicap, donc au niveau donc de le handicap invisible, avec les 10, avec M. Toison. Donc, qu'importe le handicap, c'est toujours à mettre en lien pour que les personnes ne restent pas dans le fait noir. Et donc, il vient dans la lumière. Donc, juste répéter le numéro de téléphone pour te joindre, Jean-Marc. 06 92 86 02 78. Ou alors sur les réseaux sociaux, puisque Jean-Marc aussi est hyper connecté, puis il répond toujours en direct, donc page Facebook. MeToo Handicap 97.4. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut joindre Jean-Marc, donc pour toutes les questions, donc handicap, inclusion, milieu scolaire, donc c'est Jean-Marc là qui peut être d'Azote. Jean-Marc, le dernier mot de la fin. Le dernier mot de la fin, m'espère, donc moi là en attente là que Nana une nouvelle application par rapport les droits des personnes handicapées, donc qui va sortir certainement au mois d'octobre. Donc c'est un site national et dès que j'aurai le relationnel avec ce site-là, c'est surtout des applications qui va permettre aux parents de s'approprier tout de suite tout ce qui est le droit de l'enfant, le droit donc des personnes handicapées, et donc de pouvoir remplir le dossier sans passer par un intermédiaire, sans passer par moi. Mon rêve, c'est ça, et je l'attends ardemment. Eh ben, on va croiser les doigts. En tout cas, Suzy et Jean-Marc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Suzy. Suzy qui a été très patiente. Voilà que les téléspectateurs aussi ils voient. Ah, on reviendra encore, pas de problème. Donc voilà, Suzy, donc que l'on voit aussi donc sur le plateau.
On y reviendra avec merci plaisir. à toi, Jessica, hein, donc de nous avoir invités donc sur Télécréole pour pouvoir faire passer notre message. Donc là-dessus, les personnes handicapées ont un grand besoin, et c'est grâce à vous, au niveau des médias, donc de pouvoir faire véhiculer et pour que les personnes handicapées connaissent donc tout ce qui existe pour répondre à leurs attentes. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alagri ou via la page Télécréole. C'était un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous serez aussi nombreux la prochaine fois. C'est une émission que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le Journal des Associations 974. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur Télécréole et je vous dis à bientôt.